Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes samedi 22 novembre 2025. Il est 8 heures sur Canal Algérie et nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 comme chaque matinée. Aujourd'hui, en compagnie de Ahmed Grega Hassan dans sa rubrique, nous allons aller du côté de Tlemcen, particulièrement au 15e siècle environ, pour faire la connaissance d'un autre personnage qui a marqué notre histoire. C'est un savant, un théologien et qui a assuré d'ailleurs la continuité à travers ses descendants et ses disciples jusqu'au jour d'aujourd'hui, 5 siècles plus tard effectivement. Donc il s'agit de Ibn al-Hajj at-Tlemceni. Nous reviendrons sur sa biographie et sur tous ses travaux en compagnie donc dans un petit moment de Ahmed Grega Hassan. Et aussi donc nous allons parler du petit élevage et de l'apiculture puisque un salon va être organisé pour parler de ces métiers, de ces petits métiers. Et aussi novembre, c'est aussi la couleur bleue qui représente la couleur ou le mois de sensibilisation par excellence au dépistage du cancer de la prostate. Alors c'est l'association donc des étudiants en pharmacie d'Alger qui organise toute une campagne de sensibilisation. Elles seront les représentants donc seront parmi nous ce matin pour revenir sur leur événement. Et aussi 10 ans auparavant, donc en 2015, nous avons perdu l'un des plus grands piliers de la musique andalouse. Il s'agit de Sidi Ahmed Serri, sa fille Hasna, donc va lui rendre hommage à travers un très beau spectacle. Donc lui rendre hommage donc à l'occasion du 10e anniversaire de sa disparition. Et aussi donc Samira sera parmi nous et cette fois-ci elle va nous emmener du côté de Ain Saleh pour nous parler donc du patrimoine de cette ville. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant cela, ça va être une belle chanson en solidarité avec nos sœurs et nos frères les Palestiniens, donc pour Gaza, et c'est Abdelhadi Boukoura qui a composé donc cette chanson et on se retrouve juste après. الله عليك يا غزة يا عين الحق ويظهر ويبان ستر الله عليك يا غزة يا عين الحق يظهر ويبان الباطل عمره ما يكون الباطل عمره ما يكون سيف النصرة لابد يقطع رقابين بنو صهيون رقابين بنو صهيون قتالين صبيان ورضع خرابين قرية وندون خرابين قرية وندون الله يرحمه معزة مرسم باقي يا مالي
حرة وترابك طاهر حسين وترابك طاهر حسين تتهنى من ظلم الحقرة شحال من فيك صالح الدين شحال من فيك صالح الدين بالجهاد تكون النصرة ونردو المقدس في العين ونردو المقدس في العين راكي في التاريخ ممجوزة والفرح يعيا يا الريان الشهيد من جنة نزار يا سعد زايد الرحمن يا ماني بالقلب العزار قال يا وزيزة بالشام صبر النار عليك يا غزار يا الحق يظهر Et de retour sur le plateau, et cette fois-ci, donc comme je vous le disais au sommaire, nous allons aller du côté de l'ouest d'Alger, Tlemcen particulièrement, un petit voyage dans le temps, donc au 15e siècle particulièrement, en compagnie de Ahmed Kaligassin. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, merci pour l'introduction. On dirait que Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? on va prendre une navette spatiale avec pour faire un voyage dans C'est ce qu'on va faire, hein, quelque part. Bon, la navette spatiale, elle est peut-être pas physique, mais voilà, elle s'inscrit dans l'espace. Là, une présentation magnifique. Merci pour l'introduction. Exactement, c'est ce qu'on va faire. En fait, ce qui interpelle dans cette personnalité, celle qu'on a choisie aujourd'hui, il y a le... Oui. Ouais. Donc on le lance, Osman. Le jingle? Le jingle. Tu veux? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça fait plaisir. Voilà, ça t'a fait plaisir. Bien sûr. Eh ben voilà. Merci à la régie. Merci beaucoup. Donc, on est en fait à la fin de ce qu'on connaît. On connaît Tlemcen des Zianides. Donc, on connaît Tlemcen des Zianides, bien sûr. On connaît le grand roi, Haroun al-Hassan, bien sûr, ses descendants, notamment le roi savant, Abu Hammam Moussa Thani, et puis toute la pléiade de ulama qu'il y a eu à Tlemcen. Donc, on a eu de grands savants qui ont marqué même la civilisation islamique, notamment Sanoussi avec ses livres des Aqaïd, notamment le Uqbani, notamment plein de gens qui sont passés. Mais à la fin, donc d'un coup, dès que les Zianides sont partis, les Ottomans se sont installés, on dirait que, paf, par quel miracle, les gens ont disparu. Donc, il y a eu une rupture. Exactement, mais rupture catastrophique, parce qu'on dirait que d'un coup, il y a eu une hécatombe. Donc, qu'est-ce qui s'est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé à Tlemcen? Une catastrophe, c'est pas vrai. Donc, mais là, on trouve le bon filon. Donc, Ibn al-Hajj, l'Ibn Darri, c'est vraiment le bon filon pour essayer de suivre l'évolution de tout ça. Parce qu'on sait que jusqu'à présent, il y a des descendants d'Ibn al-Hajj, l'Ibn Darri. Donc, ils sont toujours là. Certains d'entre eux continuent donc, la tradition dans le savoir islamique. Il y a des imams, il y a des ulama, etc. Il y a au 19e siècle. Mais c'est lui le nœud, en fait. C'est ça l'intérêt. Et là, on voit l'un de ses œuvres, c'est un poème didactique de Sidi Mohamed bin Hajj Tilimsani. En fait, là c'est l'un de ses descendants, parce que le nôtre, c'est Ahmed, Abou Abbas Ahmed bin Hajj Tilimsani. Il y a aussi un problème donc, qui est un peu lié à la transmission. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un Ibdarri, ou Ladi Ibdar, ou Wadi Ibdar, ou là un bidri. Donc il y a un interchange, je ne sais pas comment on appelle ça, donc, en linguistique, entre les deux lettres, entre le ba et le ya, parce que c'est tout à fait normal, parce que quand on les écrit côte à côte en langue arabe, donc il y a 3 points, donc, donc il y a un problème, ou mettre les 2 points, ou mettre les 3 points, et on n'arrive pas jusqu'à présent, même les spécialistes, les experts, parce que par la suite, son village d'origine qui s'appelait Ouladi Ibdar, s'est transformé en Oulad Belhadj à cause de lui. Donc, parce que il est de la périphérie de Tlemcen, mais on sait qu'il a étudié à Tlemcen chez Ahmed ibn Zakri. Ahmed ibn Zakri, c'est l'un des derniers grands muftis et qadis de Tlemcen. Il a fait 40 ans de fatwa
on en a parlé, donc il a étudié chez Ahmed Ben Zarou, donc c'était un grand savant. Ibn al-Hajj, c'est son produit. Donc il a étudié chez lui, il a vraiment étudié chez lui pleinement, donc pendant 20 ou 30 ans peut-être, il s'est installé à Tlemcen. Par la suite, il s'est déplacé, il est sorti de Tlemcen, il s'est installé dans la périphérie. Tu me diras quelle période? On connaît que l'année de son décès. Donc, 930 de l'Hégire, 1724, ère commune. On est au début du XVIe siècle. Il est né au milieu ou du XIVe, du XVe siècle. Donc, c'est ça. Il a eu beaucoup d'élèves. Il a laissé aussi des écrits. Donc, on a vu quelques images de ces manuscrits. Exactement. Donc, il a laissé il a retranscrit. Ça, il a fait un commentaire. C'est l'un des commentaires de Siniyat Ibn Badis. Siniyat Ibn Badis, c'est une rihla, c'est un voyage que Ibn Badis. Donc, c'est l'un aussi des aïeux d'Ibn Badis, de Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, qui a laissé un poème et Ibn al-Hajj l'a expliqué, lui a fait un commentaire. Il a laissé un commentaire sur le Bourda, il a laissé plein de travaux comme ça. Donc qu'il a fallu que les gens aillent les réunions, parce que personne n'a fait la collecte donc, avant ça. Donc, et de temps en temps, on découvre de ses écrits. Donc il y a beaucoup de traces. Donc la Anis al-Jalis fi Jalwi al-Hanadis an Siniyat Ibn Badis. Là, on voit le type de titre à l'époque. Oui. Donc c'était des titres rimés. Ibn al-Hajj, donc At-Tilimsani. Il a laissé aussi un commentaire sur le Bourda. Al-Warda fi Sharh al-Bourda. Donc il y avait Qu'est-ce que tu appelles un commentaire, Ahmed? C'est une explication. Une explication. Un commentaire, c'est Sharh. Donc, parce que dans la tradition islamique, il y a plus que le commentaire. Donc, il y a différents types de commentaires, en fait. En général, quand quelqu'un écrit sous forme poétique, un type de science, parce que la poésie n'est pas réservée à la littérature. Il y a aussi ce qu'on appelle les poèmes didactiques, que les gens apprennent pour apprendre une science carrément. Donc, et pour garder ça, on en trouve. Donc, il y a dans la jurisprudence, dans Ilm al-Hadith, etc., etc. Là, c'est un document que j'ai trouvé dans la page, dans les réseaux sociaux, de la page de Ben Aoum, Salah ad-Din. Là, on voit son nom. Je ne sais pas si tu peux lire. Tout à fait à droite, en bas, on voit Ahmed Ben Abdelrahman Ibn Darri. À droite, oui, voilà, tu peux lire. Ah, oui. Oui, donc, mais le reste, j'ai du mal. Oui, moi aussi j'ai du mal, parce que des fois, on n'a pas en fait. Mais on voit. Ça, c'est Ahmed Ben Abdelrahman, ce n'est pas le nôtre. C'est l'un de ses descendants aussi. L'un de ses descendants. Exactement. Ouais. Parce que ça veut dire que la tradition est restée et ils ont gardé donc un statut social où ils sont devenus tous des qadis, des ulama, des notaires en fait, parce que c'était eux. Donc pour revenir au poème didactique, donc quelqu'un va résumer une science, il l'écrit sous forme de poème pour que ce soit facile pour la mémorisation. Donc il donne ça à ses élèves, ils apprennent par cœur. Mais par la suite, ils sont obligés d'expliquer, parce que le poème, c'est vrai que c'est mnémotechnique, c'est quelque chose de très intéressant pour la mémoire, mais il n'y a pas beaucoup de détails, donc on perd quelque chose. Donc il y a quelqu'un qui vient pour faire un commentaire. Et des fois, on a besoin de faire un commentaire sur le commentaire, ce qu'on appelle le hashiya. Le hashiya qui veut dire la marge. Donc le hashiya, c'est comme le hashiya, donc ça va. Donc c'est le hashiya, donc on a le poème ou le texte d'origine, puis le commentaire, puis en général le hashiya vient à côté sur la marche. Donc et comme ça on explique, et des fois on tombe sur des travaux, donc il y a hashiya de hashiya. Exactement, parce que quand le travail est très important et quand le travail a de la valeur et les gens l'aiment bien, l'adorent, parce que bon, je ne sais pas, Rabbi subhanahu ja'allu al-qaboul, comme on dit, donc il est prisé, donc il est aimé, donc on trouve hashiyat al-hashiya. Donc voilà ce qu'a fait notre Ibn al-Hajj, donc il a fait un commentaire sur al-Bourda qu'il a appelé
Al-Warda fi Sharh al-Burda. Il a fait un commentaire sur un poème, qui est un très ancien poème du 6e siècle, sur l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam, Shqratisiya. Donc il l'a expliqué. Là on voit un autre manuscrit, un très beau manuscrit d'ailleurs de Cheikh Ibn al-Hajj. Donc ça c'est un manuscrit, c'est une copie de Zawiyat al-Hamel, de la bibliothèque de Zawiyat al-Hamel. Donc, très décoré, hein. Oui, Hautement oui, décoré, exactement. contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir. Exactement. Donc ça veut dire que le copiste ou bien la personne qui a demandé la copie, c'est quelqu'un qui a payé le prix, donc qui a donné le prix, et ou bien c'est on appelle ça Khizana Sultaniya en général, quand c'est une bibliothèque royale. Donc là on voit le mausolée, donc on voit que le bonhomme existe. Il est décédé en 1524, donc sa trace physique existe encore. Ça c'est dans la région du village qui porte maintenant son nom, Oulad Ben Hajj. Donc, il a écrit sous forme poétique un Nadm Aqidat Sanusi Soghra. Sanusi Rabbi Rahmou, donc a laissé plusieurs versions de l'Aqida. Et là, c'est le village. Et on voit le vieux minaret. C'est ce qui est intéressant aussi. C'est un minaret de l'époque. Aussi du 15e siècle. Je pense. Enfin, selon la forme. Selon l'architecture. Voilà, oui, l'architecture, la forme, le matériau. Donc, ça veut dire que la mosquée, même si elle a été rénovée apparemment plusieurs fois, mais ils ont conservé le cachet du minaret. Le minaret, je pense qu'ils l'ont conservé tel quel. Et ça, c'est très intéressant aussi. Donc, pour dire que vraiment, Tlemcen est tout ce qu'il y avait de Tlemcen comme architecture, comme civilisation, donc aussi s'est étendu à l'extérieur de la ville de Tlemcen. Même dans la périphérie, il y a eu les effets de Tlemcen ziyanides. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et il y a eu, comme je te disais, il y a eu aussi ses enfants, ses descendants. On a vu Abdelrahman, il y a d'autres Mohamed, il y a d'autres Ahmed. Et quand on continue à essayer de voir, donc de temps en temps, on tombe sur un Ibn al-Hajj. Donc du 18e, du 19e siècle, même du début du 20e siècle. Donc qui porte le nom finalement de l'arrière-arrière. Exactement. Voilà. Ça veut dire que on a des familles, on a des dynasties de savants en fait. Donc, contrairement aux autres pays musulmans, donc, nous sommes une république depuis des siècles et des siècles, mais on a des dynasties de savoir. Les Ibn Badis en 1000 ans, on a les Maqarri qui ont aussi peut-être 800 ans, on a les Ibn Marzouk, on a les Uqbani, on a Ben Zarou, donc on connaît l'ancien recteur de l'université de Bab Zoua, Ben Zarou, c'est un descendant du Qadi de Tlemcen. Et partout dans toutes les régions, on trouve, même en Kabylie, donc on a de très vieilles familles de savoir qui ont. Et ça, c'est des repères dans la société, c'est très important parce que en Kabylie, on appelle ça le Marabtain. Donc quand il y a. On raconte dans un village, il y a eu un conflit entre deux familles de Marabtain. Et il y avait dans le village un gars qui était le sage du village. Donc, ils ont essayé par tous les moyens de. Parce que d'habitude, c'est les Marabtain qui règlent les problèmes de tout le monde. Mais là, c'est le conflit est entre eux. Peut-être la même famille aussi. Donc, et là, donc, ils sont partis voir le sage, donc ils les écoutent. Puis à la fin, donc ils font tajmat, ils se réunissent, ils discutent. Ils ne trouvent pas de solution parce qu'ils ne veulent pas, parce que c'est un lopin de terre que personne ne veut perdre. Donc à la fin, il leur dit, écoutez, avant, on mettait du sel pour conserver la viande. Et si le sel yifsed, donc si le sel se détériore, périsse, donc avec quoi on va régler le problème du sel? Et du coup, les deux familles se rendent compte que... Parce que c'est pas que vis-à-vis d'eux, la question n'est pas un lopin de terre, il y a aussi un problème de société. Donc, vous êtes en garde d'équilibre de la société. Ça, c'est très important. Ça, c'est la sagesse populaire. Donc, c'est pour ça que toutes ces familles, des fois, ils font beaucoup de concessions. Donc, parce qu'ils ont en charge, quelque part, l'équilibre de la société, la préservation du savoir, la préservation de la tradition, etc. C'est ça, en fait. Préservation et pérennité, finalement. Exactement. Transmission. Voilà. Et ce qu'on voit aussi d'après le nom, Ibn al-Hajj, c'est très important de voir le nom al-Hajj, parce que dans notre société, dans
plein, donc partout en Algérie, on a des familles Ibn al-Hajj. On en a Hadji, on a Pourquoi? Parce que c'est des gens dont les aïeux ont fait, l'un des aïeux peut-être, ou l'un des ancêtres a fait un pèlerinage, il est parti à la Mecque, à pied, et ça a duré plus d'une année, avec tous les risques, avec tous les dangers, et puis il est revenu. Du coup, on va les appeler Ibn al-Hajj. Et maintenant, certains viennent nous dire que nos ancêtres ne savaient pas, nos ancêtres ne savaient pas ceci, ne faisaient pas cela, ne connaissaient pas Sunna, ne connaissaient pas... Et je leur dis, écoutez, il y a des gens qui s'appellent al-Hajj, Ibn al-Hajj, ça fait 3 siècles, donc... 3, peut-être plus, à pied donc, au pèlerinage, donc pour dire que les Algériens découvrent l'islam en 1930 ou là, en 1950 ou là peut-être même en 2010, c'est très osé pour ne pas dire. Donc ça c'est Ibn al-Hajj, vraiment c'est un exemple de continuité. Moi je vois la chose comme ça parce que au-delà de ce qu'il a fait, de ce qu'il a laissé comme écrit, de ce qu'il a formé comme élève. C'est la continuité qui est très intéressante. Voilà, donc finalement, il n'y a pas eu de rupture entre le 15e et le 19e siècle. Et le 20e siècle. Et le 20e siècle, il n'y a pas du tout eu de rupture, au contraire. Donc une continuité de génération en génération. Exactement. Et là, on voit ça, ce n'est qu'un exemple. Oui. Ce n'est qu'un exemple. Et on aura plein d'autres les semaines à venir, Inch'Allah. Un événement pour cette semaine, Ahmed? Pas spécialement. Pas spécialement. Pas spécialement. Donc on se retrouve samedi prochain pour une autre belle rencontre. Un autre voyage dans le temps, probablement. Merci beaucoup, Ahmed. Entre-temps, on va faire un voyage dans le futur, hein, parce que ça va être les jours à venir, Inch'Allah. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Ahmed. On se retrouve samedi prochain. Et cette fois-ci, nous allons aller pas très loin d'Alger. Hein. Nous allons aller du côté de Tizi Ouzou, puisque durant cette semaine, il y a eu le lancement de la campagne, donc Novembre Bleu, campagne de sensibilisation au dépistage du cancer de la prostate. Et c'est justement la télévision algérienne qui a été partenaire dans cet événement. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Malgré une météo pluvieuse, les citoyens ont répondu présents lorsqu'il s'agit de santé, rien ne décourage. Sur la placette de l'hôtel de ville de Tizi Ouzou, institutions, établissements hospitaliers, journalistes, acteurs de la société civile se sont mobilisés au profit du grand public venu nombreux saluer cette initiative. Les animateurs de télévision كنشكر مليح بناء على sensibilisation كي خدمة كاينة وداينا يعاون الغاشية beaucoup plus دسم وكيت صبحنا كزلها كاينين ولا خيرا إلى قدروا افوك سوا تروتار سنيا سلمان وسحب باقي تلفزيون داني الحاجه يصفراحل الحاجه يلهان الحاجه تنرجاله ان شاء الله الحاجه ادي ون فيها طص يرجازنا قال لي ما دي مغارون ما يرجازن شكر لين تي في او لا كلينيك محمود دي خدم يعني المبادره كي نفوس يقف كان يعني الخير كي نظام قران المزيين بوكو بلوس اكيد فاندو حنا نادين افصحان سن اقلا نحضر ذاكي الحمد لله هنا دابيا heureusement يعني par rapport à moi les résultats font très bien الحمد لله. Le cancer de la prostate est aujourd'hui le premier cancer chez l'homme en Algérie et l'âge des patients ne cesse de rajeunir. Ils sont de plus en plus jeunes à en être atteints. Nous nous sommes rendus au CHU Shahid Mahmoudi puis au CHU Nadir Mohamed où nous avons suivi tout le circuit du dépistage, de l'accueil à l'examen. Tout est fluide et accessible. Au niveau de l'hôpital de Tizi Ouzou, قمنا بالحملة هذه. Donc le premier jour رانا لحقنا اليوم تقريبا 120 حالة وبارمي لي 120 حالة هذه عندنا تقريبا 10 حالات نقدر نقولوا شبه مؤكده تاع الكونسير. يوم تحسيسي اكثر الناس باش تعرف بليك لو ديبيستاج تاع مرض البروستات حاجه مهمه وخاصه هو السرطان الذي يعالج بسهوله. هذا هو عندما نشخص السرطان في البدايه المعالجه والعلاج 100%. هذه الحملة سوف تعرف مشاركة مكثفة من أجل التحسيس والتوعية بأهمية الكشف المبكر وكذلك من أجل تجديد الالتزام اللي يقوم به الصندوق. والتلفزيون الجزائري من خلال يعني تسخيره لتجنيده لكل الوسائل التقنية والبشرية وحتى بلاطوهات التلفزيون حتى يكون حاضرا في عمق القرى والمداشر لتكون صحة الجزائريين بخير.
أسينيغ صحاب المشلية أسكا إن شاء الله العدين أكنا ذوالين سكو هلكنا الطانيكيا بعد الشهر إن شاء الله وهلكنا راه. L'affluence a en tout cas témoigné d'une véritable prise de conscience. Les hommes osent enfin franchir la porte. Une opération qui se poursuivra demain dans les zones les plus reculées de la wilaya pour que personne ne soit laissé pour compte. Il faut aussi dire qu'avec la multiplication des établissements de santé à travers Tizi Ouzou, le maillage sanitaire se renforce et ce n'est qu'un début. Et de retour sur le plateau, et cette fois-ci nous allons nous intéresser à l'agriculture, à l'apiculture, puisque un salon va être organisé à Tizi Ouzou à partir du 26 de ce mois, Inch'Allah, et nous allons en parler en compagnie de nos invités, à savoir M. Mohamed Chris, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de la coopérative agricole Capto, pardon, pourtant c'est écrit, hein. Excusez-moi. Et parmi nous également, M. Yazid Belkalem, bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Et vous êtes le président de la commission, alors agriculture, hydraulique, pêche, tourisme et artisanat. J'ai rien oublié? Oui, à la PUI de Tizi Ouzou. À la PUI de Tizi Ouzou. Marhaba bikoum. Alors, Monsieur Chris, donc vous nous donnez rendez-vous à partir du 26 de ce mois, Inch'Allah, autour d'un salon donc national du petit élevage et apiculture, n'est-ce pas? Alors, parlez-nous un petit peu de l'organisation de ce salon. Donc, le salon, il aura lieu du 26 au 29 novembre à la salle Seyed Tazrouz, Tizi Ouzou, centre-ville. Donc ce sera un rendez-vous économique où il y aura des producteurs agricoles, des artisans et des entreprises qui vont exposer leurs machines, leurs innovations, leur production. Voilà. Et justement, M. Belkalem, vous accompagnez ce salon, n'est-ce pas? Oui, justement, la PUI a pour rôle, tout d'abord, je tiens à leur rendre un grand hommage parce que c'est grâce à eux que nous avons réussi déjà la première édition l'année passée. C'est leur idée et on a trouvé comme quoi c'est une très bonne idée. Donc la PUI a comme à l'accoutumée de subventionner ce genre d'événements, comme il y en a d'autres au niveau de notre région. Donc on a trouvé l'idée bonne et on a voté un budget très conséquent, 2 500 000 de dinars pour l'année passée et 2 500 000 de dinars pour cette année. Donc l'année passée, l'organisateur du salon, c'est la PUI, en partenariat avec la Capto de Tizi Ouzou et en collaboration avec la DSA, la Direction des services agricoles, ainsi que la Chambre de l'agriculture. Cette année, nous avons passé le flambeau. C'est la Capto qui va organiser ce salon, la deuxième édition, sous l'égide de la PUI et en collaboration avec la Direction des services agricoles et la Chambre de l'agriculture. Très bien. Et justement, Monsieur Chris, par rapport à cette deuxième édition, alors on comprend qu'elle s'installe comme une véritable tradition, hein, donc c'est un rendez-vous annuel. Et donc c'est un rendez-vous, finalement, quels sont les véritables objectifs de ce salon? Effectivement, donc cette deuxième édition, nous la voulons meilleure que celle de l'année passée. On voudra donner de l'espoir. À travers la coopérative, il y a des mécanismes, c'est-à-dire l'État a mis en place le NESDA, l'ONGEM et les banques qui financent. Et le relief montagneux est là, les opérateurs sont là et on voudra que le dynamisme se fasse. Donc le dispositif existe, c'est le dynamisme qu'il faut finalement booster encore. Tout ça, avec la Capto, on fait comprendre aux gens qu'on s'organise en coopérative. Il y a toujours ça fait une force, on essaie de fédérer les efforts, de donner donc aux producteurs ou l'agriculteur la force de produire et l'assurance d'aller de l'avant. Alors ce sont des objectifs très lourds et très importants, parce que c'est ce qui va créer finalement du dynamisme, pas seulement pour la wilaya de Tizi Ouzou, mais un peu partout, puisque c'est un salon national, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Si vous permettez, je vais rajouter un petit peu, parce que les objectifs, il y en a beaucoup. Les principaux, probablement. Les principaux, la valorisation des filières tout d'abord, dans tous les domaines, surtout l'élevage caprin, les bovins, les ovins, les lapins, les poules pondeuses, ainsi que les canards. Donc c'est ce qu'on appelle le petit élevage. Et la mise en réseau
réunir les producteurs, artisans, fromagers, apiculteurs, aviculteurs, cuniculteurs, etc. et entreprises spécialisées pour favoriser les contacts professionnels entre l'éleveur et l'industriel. L'industriel, échange de savoir-faire et d'expérience, promotion de l'innovation, soutien aux acteurs locaux, promotion de la durabilité, ça veut dire mettre en avant le rôle crucial de l'apiculture et du petit élevage dans une gestion durable des territoires et des ressources naturelles, notamment à travers la pollinisation et la fertilité des sols. Ainsi, la diversification des revenus agricoles tout en encourageant une gestion intégrée, durable des terres et des ressources forestières. C'est ça les principaux objectifs de ce salon. Effectivement, donc ce sont les principaux objectifs. Il faut dire que plusieurs éleveurs, que plusieurs artisans, notamment en fromagerie, notamment en fabrication d'huile d'olive, il faut dire qu'ils se sont distingués dans le monde, n'est-ce pas? Puisque nous avons eu le prix du meilleur fromage au monde, nous avons eu le prix de la meilleure huile d'olive au monde, n'est-ce pas? Donc certains artisans se distinguent réellement dans le monde entier. Et justement, comment va se faire l'accompagnement? C'est vrai que le salon, c'est un très très bel espace d'échange, de rencontres, de réseautage, mais qu'en est-il d'après l'accompagnement de tous ces artisans, de ces éleveurs? Donc, ce que je voulais dire, donc, il y a un double impact. Il y a les entreprises, les opérateurs. Donc, on les rapproche, donc, ceux qui ont des machines donc, à vendre pour les opérateurs qui veulent se lancer. Et à l'extérieur de la salle d'exposition, il y a les producteurs. Et ces producteurs-là, en leur offrant cette opportunité, ce rendez-vous, ils vont écouler leurs produits. Et on a près de 80 exposants, dont 35 femmes artisanes. Nous aussi, on veut donner... C'est une participation féminine quand même assez importante. Assez importante. Oui. Comparé à l'année dernière, c'était comment? Il y avait moins que l'année dernière. L'année dernière, il y avait une cinquantaine d'exposants, dont une dizaine de femmes. Mais cette année, il y a quand même... Donc ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Et on veut leur donner une occasion de présenter leurs produits, de promouvoir leurs produits et surtout l'assurance. Quand on place les producteurs aux consommateurs, il y a l'assurance d'acheter un produit noble, un produit sain, un produit avec une référence sur place. Même le consommateur, lui, quand il vient, il a ce contact direct avec les producteurs, avec les artisans. Donc il peut poser ses questions, il peut finalement mieux comprendre la production et comment les choses se font, n'est-ce pas? Donc ce contact direct aussi, il crée cette confiance finalement entre consommateurs et producteurs. Et l'innovation de cette année, c'est qu'on a introduit les machines à extraction des huiles essentielles. Les plantes médicinales, les plantes aromatiques. Ça aussi, on veut que les gens... Il y a beaucoup de jeunes sortant des universités qui se lancent dans ce domaine. Et nous, en tant que coopérative, on veut accompagner ces gens-là. On fait des séminaires, on fait des formations pour permettre aux gens de se lancer dans ce domaine. Effectivement. Et justement, en marge de cette exposition, aussi, il y a des rencontres scientifiques, puisque vous organisez des conférences, n'est-ce pas? Et vu que la coopérative Capto, elle a signé un partenariat avec l'UMMTO, l'Université de Tizi Ouzou, nous organisons des sorties, des rencontres thématiques, des séminaires. Et en marge de ce salon, il y a 2 communications. Le deuxième jour, donc il y a une communication sur l'apiculture. Il y a 3 panels réservés pour l'apiculture et 3 panels pour l'élevage de lapins. Et la deuxième journée, c'est-à-dire parler de l'économie solidaire. L'organisation, l'association... C'est quoi l'économie solidaire? Donc on s'organise en association, en coopérative. Donc c'est l'avenir des petits élevages. À titre d'exemple, la coopérative, quand même, elle a près de 800 éleveurs. Ces 800 éleveurs... 800 éleveurs sur le territoire national? Non, au niveau de Tizi Ouzou. Ah, quand même. Parce que la coopérative, elle a... c'est important, ça. Sur les 1200 adhérents, on a près de 800 éleveurs. Parmi ces éleveurs, il y a des éleveurs bovins, des éleveurs caprins et des éleveurs ovins. Et si on prend les gens qui ont des petits élevages, 2 vaches, 3 vaches, 5 vaches, mais la coopérative elle-même, elle a plus de 2000 vaches.
Donc ça fait une force. Ça fait une force, Ça effectivement. ça fait une force. Nous collectons leur lait, nous livrons le lait à la laiterie Juplé, groupe Colletal, et à la laiterie Stacile de Tizi Ouzou. D'accord, donc c'est un peu l'adage réfléchir en micro et agir en macro. Tout à fait. N'est-ce pas? Exactement. Justement, à travers cette organisation coopérative, nous donnons un espoir. On fédère nos efforts. On a, par exemple, à titre d'exemple, 4 fournisseurs d'aliments. On achète de l'usine au consommateur direct, à l'éleveur. Nous prenons une petite marge de 10% sur les achats. Donc, à titre de référence, l'éleveur qui achète 20 quintaux d'aliments dans le mois pour son élevage, il peut économiser jusqu'à 20 000 dinars. Oui. Ça, c'est quand même assez encourageant, conséquent. effectivement, c'est encourageant. Alors, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant, hein, finalement, parce qu'on voit que l'impact, c'est beaucoup de dynamisme pour la wilaya déjà, et puis pour les 4 coins du pays, hein, du moment que ça reste quand même un salon national. C'est ça, c'est le rôle de l'institution de l'État qui est la PIWI. Tout d'abord, c'est d'accompagner ce genre d'événements, de les accompagner financièrement, parce que ce salon ou cet événement, il vient après la succession de plusieurs événements et de plusieurs fêtes et salons et foires dans le domaine agricole, parce que la PIWI, comme je l'ai souligné déjà, accompagne toutes les associations et communes par des subventions afin de concrétiser un projet dans le cadre agricole. Et c'est pour ça que j'ai dit que la PIWI finance plus de 15 événements dans la wilaya. Dans la wilaya, tout d'abord, si vous avez entendu déjà de la fête de la figue, et comment au village Et comment oui. Comment Nos équipes, de toute façon, sont toujours présentes bien sûr. pour transmettre cette Et belle d'ailleurs, ambiance. c'est le rôle des médias pour booster le développement économique et social au niveau. Ce n'est pas de Tizi Ouzou uniquement. Si on dit Tizi Ouzou, on dit au niveau de l'Algérie entière. Parce que cette dynamique qui est à Tizi Ouzou, nous voulons la transmettre dans toutes les wilayas. Et cette fois-ci, il y a 16 wilayas qui vont participer à ce salon national de l'apiculture et des petits élevages. Et comme j'ai dit, il y a la fête de la figue de Barbarie au niveau de Bouzguin, des plantes médicinales au niveau d'Iloula, encore du miel au niveau d'Ahriq, la fête du lait au niveau d'Imeloussen, Timizer, la fête de la plaque mine au chef-lieu de la commune de Mchras, et la fête de l'olivier à Ma'adqa, et la fête de l'huile d'olive à Tabourth, commune d'Ifira, la fête de la cerise à l'Arbre à Neitiraten, le salon des produits du terroir à Mkira, la foire agricole et artisanale de la commune d'Eitbouadou, ainsi que il reste 4, le festival de la Forge à Hitoussen, festival de la canne du Hajj, commune Eit Yahya Moussa, le salon national, la première édition de l'apiculture, et fête du Bournous qui a un lien avec la laine à Hora Bouzguin. Alors, beaucoup de dynamisme dans la région, effectivement, pour la promotion. Et toutes ces fêtes et ces festivals ainsi que salons, ils sont subventionnés par la PIWI de Tizi Ouzou et par l'argent de l'État. Effectivement, donc déjà pour la promotion des produits du terroir, mais aussi les artisans, les producteurs. Donc rendez-vous pris pour le 26, donc ce sera du 26 au
Au 29. Au 29 novembre. Et vous nous rappelez juste l'endroit, s'il vous plaît. La salle, c'est Tazarot, Tizi Ouzou. Voilà, donc rendez-vous pris, Inch'Allah, à partir de 26. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Vous souhaite une très très belle réussite pour cette deuxième édition et puis à d'autres éditions. Merci à vous. Inch'Allah. Merci pour votre accueil. Avec plaisir. Marhaba bikoum. Merci beaucoup. Et on continue cette fois-ci. Nous allons nous intéresser à l'art et à la culture et nous allons aller en visite à une exposition donc, de Fatma Zahra Bourhla et c'est Lamia Boudbouda qui nous y emmène. Elle a passé toute sa vie parmi les chiffres dans une banque. Il aura fallu qu'elle prenne sa retraite pour qu'elle ose enfin ouvrir la porte du monde de l'art. Le jour où elle prend un pinceau, c'est une véritable révélation. Pour progresser, elle choisit de s'entourer des meilleurs. Elle sera l'élève du maître du clair-obscur, Mohamed Laraba. À ses côtés, elle apprend à apprivoiser l'ombre, à sculpter la lumière et à donner à chaque toile une âme. Je suis une retraitée de la banque. Une fois, comme je suis très active et tout ça, je n'ai rien trouvé à faire, j'ai décidé de peindre comme ça. J'ai essayé la première fois, ça a marché. Et voilà, je me suis entraînée après dans les ateliers. J'étais l'élève de Mohamed Laraba, Allah yarhamou. Personnellement, il m'a montré les couleurs surtout. Il m'a montré aussi comment faire le mélange des couleurs, comment arriver à trouver la couleur que je cherche. Très vite, son talent surprend. Son geste devient plus précis, ses toiles pleines de douceur sont peintes avec émotion. Chaque tableau raconte une découverte, un attachement au paysage du Sud ou de la vie marine. J'aime beaucoup la nature et j'aime surtout le Sud, notre Sud, le Sud algérien. J'adore ces couleurs parce qu'il y a des ocres et moi j'adore les ocres, les couleurs ocre, rouge ou la jaune ou tout ce qui est ocre, j'adore. Certaines toiles offrent une vision sereine et lumineuse d'un port méditerranéen. Notre œil est attiré par l'eau calme, véritable miroir où se reflètent à la fois les barques et la lumière du ciel. Presque toutes mes toiles, on trouve un peu de bleu. S'il n'y a pas un ciel, il y a la mer, il y a toujours quelque chose dans le bleu. Et j'ai vécu dans la mer avec mes enfants parce que à chaque fois, donc j'ai quand même aimé la mer comme tout le monde. D'autres peintures proposent des scènes chaleureuses du sud algérien où se mêlent nature, culture et humanité. Terre et éther est l'intitulé de son exposition. Constitué aussi de nature morte comme ce vase bleu ou cette théière tellement réaliste. Ça me donne une paix totale. C'est ma thérapie. C'est quand je suis seule à la maison, je suis accompagnée en face de mes toiles. Donc mon temps passe. Déjà, j'ai pas assez de temps tellement que je suis occupée par mes toiles. Je suis tout le temps en face d'une image ou un tableau. J'oublie tout le monde. Dans une autre catégorie, la Casbah occupe un mur où se dresse la belle cité millénaire avec ses femmes drapées de hayek. Pour sa première exposition individuelle, l'artiste nous surprend et on l'admire. Une exposition visible jusqu'au 28 novembre à la Fondation culturelle Asla Ahmed et Rabah. Et voilà, c'était donc très très belle exposition qu'on peut encore visiter jusqu'au 28 de ce mois, signée Fatma Zahra Bourhla. Et c'est Lamia Boudbouda qui s'est intéressée donc à cette magnifique exposition hautement colorée. Et parlant de couleurs, novembre aussi porte une couleur, la couleur bleue, puisque c'est le mois donc, de sensibilisation au cancer de la prostate. Et plusieurs campagnes de sensibilisation sont lancées dans les 4 coins du pays, notamment les associations qui font un travail magnifique et colossal sur terrain. Nous recevons ce matin l'association des étudiants en pharmacie d'Alger, la CEPA, qui est représentée ce matin par Youssara Taleb. Youssara, bonjour.
Marhaba. Bonjour, merci beaucoup pour... Comment ça va, Youssara? Ça va très bien. bien. Ça se passe bien? Ah, c'est pas toujours aussi dynamique? Toujours. Toujours aussi Toujours dynamique. avec Et une justement, continuité. Youssara fait partie de l'association ACEPA qui lance une campagne justement de sensibilisation au cancer de la prostate, n'est-ce pas? Effectivement, nous lançons très prochainement notre campagne de sensibilisation. Pas que le cancer de la prostate, on lance une campagne de sensibilisation sur tout ce qui est maladie masculine. Donc c'est dans le but d'annoncer le mois de novembre dans la continuité du mois d'octobre rose. Comme on sensibilise de tout ce qui est maladie féminine l'octobre, on profite du mois de novembre pour sensibiliser sur tout ce qui est maladie masculine, donc cancer de prostate effectivement, cancer des testicules et ainsi que l'hypertrophie bénigne de la prostate et l'andropause qui est l'équivalent de la ménopause chez l'homme. Effectivement. Et justement, Youssara, vous organisez comment pour cette campagne? Ça va se passer où et comment? Alors par rapport au lieu, notre programme n'est pas encore très fixe, donc j'invite nos spectateurs à nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'est là où on va annoncer notre programme officiel. Et par rapport à l'organisation, ça va être une sensibilisation ouverte pour informer le public, répondre à leurs questions. Sur les réseaux sociaux toujours? Ça va être sur les réseaux sociaux et sur les places publiques, comme vous avez l'habitude de faire. Sur les places publiques, on va parler, il y aura les membres, nos membres, ils vont parler au public, leur faire expliquer les pathologies dont on parle et aussi répondre à leurs questions lorsqu'on peut. Et sur les réseaux sociaux, on a aussi préparé un contenu assez riche, assez diversifié pour renforcer notre message et le transmettre plus fortement. Effectivement. Alors, Youssara, justement, parler donc des maladies masculines, c'est pas toujours évident. Hein. C'était un peu le cas pour le cancer du sein chez la femme, donc il y a toujours des tabous. Bon, bien que le cancer du sein chez la femme, il commence à, on va dire, à être plus démocratisé, à être plus abordable, n'est-ce pas? Donc les gens s'ouvrent un peu plus, je parle sur le plan mentalité, bien entendu, donc on s'ouvre un peu plus à la question, mais les maladies masculines en restent encore un peu plus réticentes. Donc il y a toujours cette timidité, il y a toujours ce tabou, il y a toujours cette réticence, n'est-ce pas? Alors vous allez donc faire face à cette situation comment? C'est vrai, oui. Donc dans tout ce qui concerne les maladies je dirais un peu intimes et surtout quand ça touche le cancer, c'est aussi un peu sensible. On est face à cette... C'est une double sensibilité finalement. Voilà, c'est une double sensibilité. On est face à cette timidité et aussi cette peur de parler de cette maladie. Même si on craint de rien, on n'est pas malade, mais on a peur de parler de cette maladie, de discuter ce sujet. Et comme vous avez dit, le cancer du sein, ça commence à être mieux, ça commence à être plus courant, on parle plus à l'aise, plus ouvertement le sujet. Sauf que les maladies masculines, on est un peu en recul par rapport à ça. Mais ça va venir parce que finalement, ce qui a fait que le cancer du sein aujourd'hui il est plus abordable, c'est parce qu'il y a eu justement beaucoup de campagnes de sensibilisation qui ont un petit peu rendu les choses normales. Et ce n'est que comme ça finalement qu'on va combattre le cancer. Ça va venir pour les maladies masculines. C'est pour ça, on continue le travail, on continue les activités. On n'arrête pas juste parce qu'il y a cette peur et il y a cette timidité, parce que c'est comme si c'est passé avec tout ce qui est maladie féminine. Inch'Allah, ça va se passer avec tout ce qui est la santé masculine, parce que c'est aussi important, c'est également important d'en parler. D'autant plus que ça prend de plus en plus d'ampleur, malheureusement, par rapport à ces maladies. On a des chiffres quand même qui font un peu peur. Oui, c'est vrai. Donc, c'est aussi important de parler et on va continuer dans ce travail, on va continuer à essayer de battre cette timidité. Vous allez le faire comment? Sur le public. Vous pouvez nous donner quelques astuces? Alors, sur le plan, sur le terrain et ainsi que sur les réseaux sociaux. Maintenant, pour ce qui est comment est-ce qu'on va aborder ça, premièrement, nous avons préparé des flyers qui contiennent des informations générales sur ces maladies. C'est vous-même qui les avez fait, qui les avez conçus, les flyers? Oui, donc c'est toute une équipe qui a travaillé sur la documentation, la recherche, l'organisation et le résumé des informations pour que le message soit transmis de la façon la plus optimale, je vais dire. Oui. Et aussi, lorsqu'on donne ce flyer au monsieur qu'on est en train de sensibiliser, il va lire, il va voir le résumé du sujet. Il va avoir entrer en matière. Voilà. Donc ça va servir comme une introduction. Voilà de quoi on va parler. Ainsi que
comment est-ce qu'on va aborder le public, moi personnellement j'aime l'appeler l'art de la sensibilisation. Donc cela ne touche pas seulement les maladies cancer ou bien maladies masculines. Cet art doit être appliqué dans tout ce qui est sensibilisation sur toutes les maladies, parce que tout ce qui est maladie fait peur au public. Donc on doit être, comment dirais-je, on doit souple. Voilà, On doit souple, être fin, souple, très on doit fin, être très- fin, oui. on doit être aussi Subtil, parfois. Parfois, Oui. pas Parfois, il trop. faut choquer. Oui, mais pas trop choquer, Trop c'est ça. choquer, oui. C'est parler du sujet sans trop choquer, c'est de se focaliser sur le côté positif, sur comment résoudre le problème mieux que expliquer le problème. Donc on va se focaliser sur, il y a un problème, on est tous d'accord qu'il y a un problème. Comment est-ce qu'on va résoudre? On va parler de procédures, comment résoudre, comment Prendre en prévenir, charge, comment prévenir. prendre en charge, quelles sont les options thérapeutiques qui sont disponibles au niveau de nos hôpitaux et nos établissements de santé actuellement. Donc c'est ça, c'est de se focaliser beaucoup plus sur le côté positif que de rester dans la timidité et dans le négatif en expliquant seulement la maladie. Si on explique la maladie seulement avec ses symptômes et ses causes et tout, ça fait trop peur. Ça fait peur déjà et ça fait encore plus peur qu'on ne donne pas de solution, on ne donne pas d'espoir. C'est ça. Donc à travers notre sensibilisation, quand on parle au public, on veut donner de l'espoir, on veut donner la solution, on veut expliquer au public, c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin. Après, on va essayer aussi d'expliquer que c'est une maladie comme tant d'autres. Donc, on en parle comme si on parle d'une autre maladie, comme si quand on parlait d'une angine, ça a toujours une solution. Exactement. Donc, pourvu qu'on se prenne en charge très tôt. C'est ça. On est en train de parler d'une maladie, c'est la santé. On ne doit pas être trop rigide, on ne doit pas être trop timide. On parle de la santé, on parle de votre santé, comment vous protéger, comment vous prendre en charge si jamais vous êtes tombé dans une situation, si vous n'êtes jamais tombé malade, comment prendre en charge, quelles sont les mesures nécessaires, comment préserver aussi sa santé mentale, parce que l'aspect psychologique c'est très 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 important. C'est peut-être le plus important. Hein. Oui, c'est le plus important. Oui. Ça influence le développement de la maladie, ça impacte l'impact du traitement, ça impacte tous les aspects de la maladie et son traitement. Effectivement, donc l'aspect psychologique, c'est vrai que ça aide beaucoup dans la prise en charge, dans la guérison même, hein, donc de la maladie. C'est vrai que c'est un côté, j'ai envie de dire, à prendre pleinement en considération, tout comme la maladie elle-même. Oui, bien sûr. Ça va de soi. Bien sûr, ça va de soi. Et donc, du coup, vous êtes encadré, bien entendu, j'imagine, par vos enseignants, non? Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Alors, nous sommes des étudiants en pharmacie, nous sommes une association d'étudiants en pharmacie. On travaille avec des enseignants et lors de cette campagne, déjà, normalement, Inch'Allah, ça va se concrétiser. On organise un webinaire pour parler de qu'est-ce qui est la différence entre le cancer de la prostate et l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc vraiment vulgariser encore plus vulgariser ces deux pathologies, si je peux me permettre de dire, et expliquer la différence entre eux, parce que parfois elles sont trop confondues. Le cerveau ou bien la tête du public, c'est toujours s'il y a une masse, c'est un cancer. Or que ce n'est pas toujours le cas. Donc notre webinaire va être dirigé dans ce sens-là. Et nous allons être encadrés par un médecin, Inch'Allah, avec nous pour bien vulgariser les pathologies et expliquer la prise en charge de chacune, la thérapie de chacune, que ce n'est pas exactement la même chose. Nous avons une date où on va voir sur votre site? C'est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Les dates ne sont pas encore confirmées. Ne sont pas encore confirmées, mais en tout cas, l'événement... Tout le monde est invité, tout le monde est les bienvenus pour bien comprendre Voilà, et j'atteste de la qualité du travail de la CEPA, hein, parce qu'on vous suit depuis quelques années, n'est-ce pas? Et vous faites un travail magnifique sur terrain. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Très, très belle continuation à vous. Et à très vite, Inch'Allah. Donc, on va vous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les informations concernant votre événement. Inch'Allah. C'est notre plaisir d'être toujours au service de la santé et à très bientôt. Bravo. En tout cas, Yousra, merci beaucoup. Vous êtes en quelle année? Moi, je suis en 4e année. Oui. Très prochainement. Très prochainement, Inch'Allah, on aura notre nouvelle doctoresse en pharmacie. Inch'Allah, très, très belle continuation
Yousra, merci beaucoup. Et donc à très vite pour l'événement Novembre Bleu. Donc là où vous allez vous intéresser à toutes les maladies masculines. Voilà. Merci beaucoup, Yousra. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une guide. Et c'est Faria Al-Hamdi qui l'a rencontrée dans ce portrait. Elle est diplômée en tourisme et travaille actuellement en tant que guide touristique. Grande passionnée des voyages, d'aventures et de découvertes. Ses missions sont très variées et indispensables en matière d'accompagnement des groupes de touristes locaux ou étrangers. Radia Boutouil, guide touristique, après une formation en tourisme pendant 4 ans. Et tout ce que je peux vous dire sur le métier de guide, comme je le dis toujours, c'est un ambassadeur de son pays. Le guide doit être tolérant, le guide doit avoir des connaissances énormes, histoire, archéologie. L'Algérie, c'est un pays très très riche. De par sa culture, sa gastronomie, qui diffère d'une ville à l'autre. Ce qui m'attire le plus dans ce métier, bon, premièrement, j'aime mon pays, bien sûr, comme tout Algérien qui se respecte, et Algérienne, bien sûr. Deuxièmement, j'ai envie de le faire connaître, parce que quand on parle de l'Algérie, l'Algérie, elle a un patrimoine vraiment, vraiment très, très riche. Durant notre tournage, Radia Boutouil a voulu nous faire découvrir cet endroit qui est la Villa Abd el-Taif, ce joyau architectural classé monument national. La Villa Abd el-Taif, là où on est, c'est une villa d'un notable. Et ce que je peux vous dire que cette villa, c'était une seconde résidence d'été de ce notable qui s'appelait Abd el-Taif. Mais si on peut parler de cette villa, on va parler en grosso modo. Cette villa, d'abord, elle a été construite en 1715 par Ali Ara, qui l'a revendue à Haj Mohamed Khouja, et elle a été à plusieurs acquéreurs. Et elle a fini chez Abd el-Taif, en 1795. En 1907, elle est devenue la maison des artistes métropolitains. La villa et ses jardins ont été classés sur la liste des monuments historiques en septembre 1922. On a 3 villas d'artistes au monde. On a la Villa Médicis qui se trouve en Italie, la Villa Velázquez qui se trouve à Madrid, en Espagne, et la Villa Médicis, l'algérienne. Cette villa, elle a reçu plusieurs artistes peintres, d'où les appartements sont juste à côté. Ils logeaient pendant 2 ans et ils avaient le prix de peintre. C'était en 1907. Elle a été reconnue en 1922 pendant la colonisation en tant que site historique. Puis, après l'indépendance, elle a été abandonnée. Puis, les autorités algériennes ont décidé de la restaurer et d'en faire l'agence du rayonnement culturel. Et elle a ouvert ses portes. Elle a repris son nom, Dar Abd el-Taif, et elle a ouvert ses portes le 10 juin 2008. L'histoire de Abd el-Taif remonte à plusieurs siècles. Elle témoigne de la richesse et de la complexité de l'identité algérienne dans son ensemble. En me promenant au milieu des jardins et des piliers de céramique colorée, je ne pouvais qu'imaginer ce qu'était la vie dans une telle maison à l'époque. Nous voilà au Dar de Dar Abd el-Taif. Comme vous voyez ici, c'est des chambres. On a une terrasse où, bon, les terrasses généralement, elles sont réservées aux femmes. Ça donne sur des jardins, ça donne sur un grand jardin. Bon, actuellement, il n'est pas encore prêt. Mais en plus, on a une vue imprenable jusqu'à la baie d'Alger, qu'on peut la voir. C'était l'ancienne, c'est là où était, comme je disais tout à l'heure, le penant espagnol, qui a été détruit par Khédé le Barberousse. On peut voir la baie d'Alger, on peut voir aussi la Casbah de loin,
on peut la voir de loin. Je peux vous dire aussi que j'aurais voulu avoir une maison comme ça, surtout chaque été, où ici on a de la fraîcheur. Un lieu chargé d'histoire qui vaut bien le détour. Voilà, donc c'était une virée du côté de la Villa Abdeltaïf et Sefria Al-Hamdi. Et cette fois-ci, Samira Hadamar nous rejoint. Samira, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Samira? Très très bien. Alors Samira, aujourd'hui, tu nous proposes un voyage très très particulier. Oui. Nous allons aller au cœur de l'Algérie, le point le plus chaud du monde. Oui, au monde. Voilà. Le Sahara le désert le plus chaud au monde. Oui. Ain Salah. Ain Salah. Oui. Direction Ain Salah pour aujourd'hui. Ain Salah. D'abord, pourquoi cette destination? Je fais le tour de l'Algérie. J'aime découvrir et redécouvrir aussi le pays. Ain Salah parce que on est resté dans la région parce que ça fait un moment quand même. On a fait Penzolof. Oui, qu'on fait le tour du sud. Le Tidikelt. Puisque Ain Salah est dans le Tidikelt. Pourquoi pas Ain Salah aujourd'hui? Tidikelt qui a été inscrit cette année sur la liste des inventaires de l'UNESCO, présentée par l'Algérie. Ain Salah parce que c'est une ville qui a une très longue histoire, qui est inscrite dans les mémoires et qui a aussi du patrimoine. Il y a beaucoup de gens qui... Je n'ai pas de musique, jingle et tout direct. On ne m'a rien dit. Moi, si on me dit on continue. Moi, si on ne me dit pas, je ne fais pas. Voilà, donc pourquoi Ain Salah? Ain, déjà, on va expliquer ce que c'est. Ain, source, ça peut être la source d'eau. C'est certainement la source d'eau. C'est un lieu qui s'est construit, tout l'imaginaire de cette région. C'est féerique, hein. Oui, alors ce sont les caravanes, on est sur la route transsaharienne, la route du sel, la route des dates, des échanges humains aussi. On est dans un endroit qui possède plus de 1800, on ne sait pas exactement parce qu'il y a dans les familles, mais sur l'inventaire national, 1800 manuscrits. Donc manuscrits de fiqh, d'astronomie, de médecine, de tout en fait, d'astrologie, très utile à l'époque pour... alors il y avait On a une idée de ça date de quand, les manuscrits? Ça date de toutes les époques. Plusieurs siècles auparavant. Voilà, bien sûr, plusieurs siècles. La ville, on dit que la ville... elle daterait du XVIe siècle par rapport, par exemple, à la Casbah, le cœur de la ville de Ain Salah, qui est la Casbah Badouja. Voilà, c'est le nom de l'une des tribus, c'est la tribu c'est en général comme ça que ça fonctionne. C'est des noms des familles, on a eu plusieurs à Ain Salah. Elles ont résisté pendant quand il y a eu la colonisation française. Donc ça a été en général c'était qsor fortifié. Donc voilà, toujours construit de manière à protéger l'intérieur de l'invasion extérieure, que ce soit les razzias ou la colonisation. Donc ils ont résisté. Et construit avec les matériaux locaux. Donc il y a une architecture terre-sol, saharienne. Ils utilisent les matériaux qu'il y a autour d'eux, qui font le cœur on va dire de la région. C'est de la dope. C'est aussi aux couleurs, c'est du rouge ocre. Voilà. Donc, les couleurs de la région, effectivement, ce sont les matériaux. Les matériaux, oui. Et on sait que, donc, comme c'était la route des caravanes, du sel et des dattes, et les dates d'Ain Salah sont connues, tout comme le sel. Ils ont beaucoup d'artisanat, la poterie. C'est une région hyper aride. Hyper aride. Donc, on peut cuisiner à même le sol. Pour avoir juste une idée, on peut on laisse sa poêle un petit peu sur le sable. Le sable. Ou le sol. Et on peut faire son omelette. 10-15 minutes après, comme on met sur le feu. La gazinière. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on lui reconnaît? On reconnaît des forêts de bois pétrifiés. Bois pétrifié. Voilà. C'est au fil des éons, comme ils disent, de siècles et des siècles. Il y a un vent là-bas qui fait que ça assèche certainement, mais il y a de l'eau. Puisque Ain Salah est une oasis. Juste pour revenir, la légende dit que il y a très longtemps, des pèlerins allaient en direction de la Mecque. Ils allaient faire leur pèlerinage. Donc des pèlerins qui venaient du Touat, du Gourara, se sont arrêtés à Ain Salah et ils ont abandonné un homme du nom de Salah en fait. D'accord. L'homme. Il semblerait, mais ça c'est après les dates. Voilà, il aurait rencontré une terguia qui est Tinhinel, puisque Tinhinel s'est dirigé vers
vers Tamanrasset, vers c'est la mer des Touaregs. Et elle avait cette servante qui s'appelait Tixi, en fait. Et ils disent que les enfants de Ain Salah sont des enfants de Tixi, donc celle qui accompagnait Dinhinen. Mais les dates ne correspondent pas, parce que quand il y a eu les analyses du bois, du lit de Dinhinen qui ont été faites en 68, 67, exact. Voilà, entre 67 et 68, ils ont trouvé que c'était bien plus ancien. Dinhinen. Donc la correspondance n'existe pas, mais le nom est là, ça s'appelle Salah. Voilà, qu'est-ce qu'on peut visiter? On peut visiter les nombreuses kasbahs, il y a plusieurs kasbahs autour. Il y a des zaouïas, bien sûr, c'est là où on apprend le Coran, ça venait du monde entier, j'ai envie de dire, ça venait de toute du Soudan, de l'Afrique subsaharienne. Voilà, exactement, pour y étudier. Ils ont des rizanettes, ils ont beaucoup de rizanettes. C'est pour la bibliothèque. La bibliothèque traditionnelle voilà, qui contient les manuscrits, c'est dans les familles, mais en même temps, le ministère de la Culture a mis dans l'inventaire, ils ont fait un inventaire, il y a une protection des manuscrits connus, et qui fait que même si on vend un manuscrit, les gens, on ne peut pas les empêcher de vendre. Ils doivent garder une traçabilité, ils ne doivent pas quitter le pays. C'est strictement ça reste interdit. un patrimoine national. Voilà. L'idéal, ce serait de le revendre plutôt au ministère de la Culture ou de faire des dons, des musées, trouver un moyen. aux autres Oui, bien bibliothèques. sûr. La Bibliothèque nationale, par exemple, il y a un travail colossal de conservation. Exact. Quand on fait un don, que ce soit donc au ministère, musée ou bibliothèque nationale, du Hama qui dispose de beaucoup de manuscrits magnifiques. On a on rentre dans l'histoire puisque notre nom est signalé, mentionné. Enfin, voilà, et on a l'histoire du document de la pièce et sa traçabilité. Voilà, et puis ça se perd pas. Voilà, qu'est-ce qu'on peut visiter? Ce qu'on voit, c'est le rocher de la Demoiselle. Oui, voilà, beaucoup de légendes. Je ne sais pas, ils ont de la magie dans les légendes. On dit que, et grâce à elle aussi, beaucoup d'eau, beaucoup de Fougara. D'ailleurs, il y a un endroit qui s'appelle Fougara. Dalma, voilà. Il y a de l'eau et il paraît que la première sauce, elle était salée. D'accord. Voilà. Il y a des sèpras, ils ont un rapport au sel. Ils ont même une recette que j'ai mise dans le montage vidéo. C'est une recette qu'ils font à le sel. Donc ils récupèrent du sel, on va dire, brut. Et ils vont le mélanger avec 40 épices et aromates. 40, oui. Entre autres, super parfumé. Clou de girofle, laurier, dis-moi, gingembre, enfin tout ça en sec. Et ensuite, il recouvre la viande, le foie, le cœur, et puis on le voit, voilà, clou de girofle, basilic, gingembre, noix de muscade, laurier. Donc il y a toute une technique. C'est du sel brut, carrément. Oui, du sel brut, et puis il passe au moulin, et ensuite c'est bon, on a faim, et bientôt, mazal, moi, c'est pas la fin, c'est la technique ingénieuse finalement. Avec la meule. Bon, je sais pas si c'est une meule normalement ce qu'il y avait. J'ai pris la recette de la Miss Amazir qui est de Ain Salah, qui s'appelle Amina, pour mettre la recette. Je l'ai trouvée par hasard. Et donc il couvre la viande avec. Oui, et il paraît que ça donne un goût extraordinaire. Donc voilà, c'est une très belle région où on peut faire Ain Salah, on peut faire du trekking par exemple, on peut bivouaquer. Il y a des oasis, il y a des lacs, enfin des lacs. Oui. Voilà. Les oasis, quand on parle d'oasis, il y a toujours une source d'eau à côté, effectivement. L'idéal, c'est de ne pas nager. nager. Oui, nage pas. C'est des sources qui ont été créées pour les animaux, pour la faune et la flore. Surtout ne pas médiatiser. Si on nage, il ne faut pas mettre la vidéo sur. On ne peut pas empêcher les gens. Les températures sont. Mais bon, c'est nocif pour la nature. Voilà. Donc voilà, on est dans. Il y a le Tidékult aussi. Il y a des, on va dire des inscriptions libyques. Normalement, on l'a vu passer. Il y a des gravures rupestres. Il y a la montagne du Lion. Voilà, c'est un des lieux à visiter. Il a la forme du lion. Voilà. Donc les casbahs, les lions, les oasis. Il y a un musée. Il faut rappeler peut-être que Ain Salah dépendait de la wilaya jusqu'en 2016, je crois, elle dépendait de la wilaya de Tamanrasset. Donc elle était dans l'office national du parc de l'Ahagar. Maintenant, c'est depuis, je crois, 2019, elle est devenue une wilaya. Il y a 3 communes, juste pour avoir un ordre d'idée. La superficie de Ain Salah, c'est 37 fois la wilaya d'Alger. Donc Alger, on a 4000 personnes sur
1 km². Là-bas, on rencontre personne sur des dizaines de kilomètres. Voilà. Donc c'est un très bel endroit pour se changer, même l'air, même bon, l'idéal c'est d'y aller maintenant, juste qu'il faut arrêter. Oui, c'est la période, effectivement. Voilà. Avant, parce qu'après, les périodes de chaleur... C'est trop difficile. On ne peut pas se promener là-bas comme on veut. Il faut toujours prendre donc, une agence, demander, il y a un office de gestion. Des guides expérimentés. Oui, pour l'autorisation aussi de pouvoir signaler sa présence, puisque c'est des étendues, donc très vite de sécurité à Damakan, il n'y a rien d'autre. Voilà, très très beau paysage lunaire parfois, il y a du sable, il y a la dune, il y a le grand ergue occidental, et puis il y a toutes ces petites choses, je veux dire, du patrimoine qu'on croise et qu'il faut respecter et protéger. Voilà. Et surtout ne pas nager. Et surtout ne pas nager, et rappeler que eux, alors il y a eu des inventaires qui ont été faits, c'est rentré... donc le ministère va bientôt, je suppose, classer. Il y a un budget de réhabilitation de la Casbah qui est au cœur de la ville. Ils ont encore une noria. Enfin voilà, il y a plein de petites choses à visiter. Et puis c'est les gens du désert, donc très l'hospitalité, exactement, très agréable. Et, à découvrir. Normalement, on a vu passer les images depuis tout à l'heure. En tout cas, elles sont faites, effectivement, à couper le souffle, elles donnent vraiment envie d'aller faire un détour. En tout cas, merci beaucoup, Samira, pour cette belle destination que tu choisis pour nous ce matin. On se retrouve dimanche. Inch'Allah. Inch'Allah, pour une autre destination. Oui. Inch'Allah, merci beaucoup. Peut-être pour, non, plutôt de l'artisanat. La broderie de Tougourt, les femmes de Tougourt. Ça c'est magnifique. Unique en Algérie. Unique, effectivement. Unique et très très reconnaissable. Tout le monde maintenant les copie, à travers l'Algérie, les copie tous, tout le monde veut devenir. Mais ils ont quand même une touche très particulière. Oui, on la reconnaît. Tu reviendras Quel que soit, on reconnaît la broderie des femmes de Tougourt, des artisans. Tu reviendras sur la broderie de Tougourt dimanche, Inch'Allah, en compagnie de notre ami Amel. Demain. Bien sûr. Ah oui, demain. Oui, effectivement. Non, demain. C'est demain. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, pour moi, c'est vendredi. Bon, allez. Je vais aller gagner à Insalah, faire du trekking. Et c'est pas très loin de Tamanrasset. On ne va pas toujours aux mêmes endroits. Petit Mimoun, Beni Abbez, on peut aller. Voilà, il y a tellement de choix. En tout cas, merci beaucoup, Samira. Donc, on se retrouve demain. Inch'Allah. Merci beaucoup, Samira. Et on continue. Et donc, cette fois-ci, nous allons aller du côté de la galerie Racine, là où il y a une vente d'ailleurs des tableaux originaux, Samira, donc des grands maîtres orientalistes. Et c'est Samia Bouarour qui s'y intéresse. Et on se retrouve dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée. Ce tableau est estimé à 3 millions de dinars, beaucoup moins cher que son prix réel, vu son authenticité. Il a été peint en 1882 par Bompard Maurice Rodès lors de sa visite à Biskra. Il appartient à la famille Messir qui collectionne des tableaux aussi vieux que le temps, une passion transmise de génération en génération. Cette collection a été constituée, je dirais, sur une période de 20 ans, peut-être un peu plus. Mais le véritable instigateur, voilà, c'est pas celui qui a constitué, qui a fait ça, particulièrement, c'est notre frère plus âgé, qui a commencé par collectionner un peu les cartes postales, les photos qui ont un rapport avec l'Algérie, bien sûr. Après, avec le temps, il s'est tourné vers les tableaux, et particulièrement les tableaux orientalistes. Avec le temps, ça s'est développé et on a contribué nous-mêmes en famille, et après ça a évolué vers la peinture algérienne, l'école algérienne, et on en a beaucoup de tableaux ici. Ouais, j'ai baigné dans une famille artistique, il y avait des œuvres d'art partout, que ce soit tableaux, meubles, lustres, tout ça c'était des œuvres d'art des anciens, des trucs de collection. Ces œuvres originales entre toiles, gravures, lithographies, dignes d'être accrochées sur les murs des musées, sont exposées en guise de vente, car leur restauration et entretien coûtent très cher à la famille Messir. Mais pas que, cette famille voudrait léguer ce patrimoine et pages d'histoire aux futures générations. C'est un panorama. On peut, par exemple, quelqu'un qui rentre ici, il peut déjà avoir une idée
de la perception de l'orientalisme en Algérie durant l'époque, c'est-à-dire comment ont travaillé les peintres et les différents peintres qui ont travaillé ici. Ces tableaux soigneusement sauvegardés par la famille Messire depuis les années 80 sont signés par de grands peintres orientalistes algériens, à l'exemple de Barra, Zerarti, Bouzid, Guermès, Boukerch et autres, et de peintres aussi orientalistes étrangers qui ont séjourné en Algérie, à l'exemple de Bompard Maurice Rodès, Diné, Eugène Dauphin, Ortega, José et autres. Ce véritable voyage dans le temps raconte l'époque d'or des orientalistes, servant de référence dans les grandes écoles de l'art à travers le monde où beaucoup de peintres ont brillé. Et voilà, très très belle exposition qui se tient au niveau donc, de la Galerie Racine, de très belles reproductions donc, de tableaux de maîtres orientalistes. C'est une expo-vente et c'est Samia Bouarour qui s'est intéressée donc, à cette belle exposition. Et comme je vous le disais ce matin au sommaire, 10 ans auparavant, en 2015, nous avons perdu un très grand pilier de la musique andalouse. Il s'agit donc de Sidi Ahmed Serri. Heureusement, alhamdoulilah, donc il y a toujours une perpétuité, il y a toujours une transmission et cette fois-ci, donc ça va être en hommage donc, au 10e anniversaire de sa disparition qu'un rendez-vous artistique sera donné donc, à tous les mélomanes le 26 de ce mois. Nous en parlons donc en compagnie de Madame Hasna Serri. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Houda, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir, avec plaisir. Vous êtes chez vous, hein? Merci, oui. N'est-ce pas? Oui, oui, je suis très à l'aise. Marhaba bik, marhaba bik. Alors, 10 ans qu'il nous a quittés. Il nous a quittés physiquement, hein, finalement, parce que la phonographie elle-même qu'il a laissée derrière lui, c'est tout un patrimoine, finalement, n'est-ce pas? C'est ce que j'avais dit la dernière fois quand on m'a invitée sur le plateau. Je leur ai dit, c'est vrai qu'il est décédé. Mais on écoute toujours sa voix grâce aux enregistrements. Et c'est vrai que c'est bon pour nous les filles, c'est un petit peu dur. Hein? Ah, oui. Oui. Mais heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'il a enregistré ce patrimoine, il l'a sauvegardé. Et grâce à ça, toutes les écoles se réfèrent à ces enregistrements. C'est magnifique. Je trouve que le travail qu'il a fait est grandiose. Il est grandiose. Hein. D'ailleurs, il a été élu plusieurs fois l'un des la médaille meilleurs, de mérite en 1992. C'était le premier qui avait eu la médaille de mérite. Et ben voilà, comme cette année, ça fait 10 ans qu'il est décédé, Rahmou, Saleh. On a décidé, mes sœurs et moi, parce que j'ai 2 grandes sœurs avant moi, je suis la dernière, on a décidé de faire un petit hommage, parce que le grand hommage, il se fera, Inch'Allah, l'année prochaine, si Dieu veut. On est en train d'essayer de voir comment préparer tout ça. Et là, on va le faire au TNA. Mais bon, on avait dit, on s'est dit, on va faire une soirée religieuse. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que le TNA est un endroit très symbolique pour un personnage comme Sidi Ahmed Serri. Alors, je vais vous dire pourquoi le TNA. Je vais être très claire et franche en même temps. Ça devait se faire à l'auditorium. Voilà. Ça devait se faire le 15 d'ailleurs, le 15 novembre à l'auditorium. On s'est vu refuser. Au début, ça a été un oui, et après, il y a eu un refus. Donc, Youssef Ouznadji, qui est l'élève de papa et qui organise, lui, cet hommage-là avec l'Anadil, et les anciens élèves de papa, l'Ahmou, a contacté le TNA. Le TNA, ils ont été adorables, et ils ont tout de suite accepté. Et bon, il fallait choisir la date, c'était à partir du 22, c'était pas possible avant. Voilà. Donc, ils ont accepté et finalement, comme elle m'a dit ma grande sœur, eh ben, c'est peut-être une bonne chose que ça se passe au TNA parce que c'est vrai que c'est un très beau théâtre. Un très beau théâtre et après, c'est aussi un théâtre où il a beaucoup évolué, voilà.
Et qui porte le nom de Mahidine Bachtarzi, voilà. Qui était l'ami de papa, la Ahmoum. Voilà, c'est ça que je disais que le TNA, c'était un ténor. Voilà, c'est ça que je disais que le TNA, c'est un endroit symbolique finalement pour un personnage comme lui, effectivement. Alors, Sidi Ahmed Sarri, c'est votre papa, effectivement, mais c'est finalement le papa de, j'ai envie de dire, de toutes les associations, parce qu'il a fait le tour finalement de plusieurs associations. C'est le papa aujourd'hui de plusieurs musiciens, de plusieurs auteurs, de plusieurs compositeurs, de plusieurs chanteurs. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc vous n'avez pas finalement... On le partage. Voilà, vous le partagez. Finalement, malgré vous, vous le partagez. Mais on le disait, hein, quand il était vivant, elle lui disait, nous ces filles, on lui disait, mais papa, finalement, il n'y a pas que nous, tu as d'autres enfants, mais j'ai l'impression que tu t'occupes un peu trop d'eux. Ils ne sont juste pas portés sur le livret de famille, sinon le reste... Voilà, c'est tout. Bon, c'est vrai qu'on nous disait, mais pourquoi vous n'avez pas fait de la musique comme votre père? Si, on a fait de la musique, on est rentré à la Mousselia, ma grande sœur et mes deux grandes sœurs et moi. Emina avait fait, l'aînée avait fait du piano. Moi, j'avais fait très peu de piano, mais après, je suis rentrée, j'avais joué de l'instrument, c'était la mandoline. Oui. Sauf que quand je suis arrivée à la classe moyenne de Farid Ben Sarsa, bon, je manipulais pas très bien l'instrument parce que moi, j'aime beaucoup plus le chant. D'accord. Et papa était comme ça avant, hein, il ne jouait pas tout de suite de l'instrument. Il chantait, mais après, bon, il s'est mis à l'instrument. Et je lui disais, mais papa, moi, j'aime le chant. Il me dit, non, tu es obligé de jouer de l'instrument. Donc, il m'a obligée. Et puis, à un moment donné, il m'a dit, écoute, je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que moi, je ne peux pas être 4 fois par semaine à Al-Mousselia, rentrer à 9 h du soir, je suis fatiguée parce que toute la journée, il travaillait à la Banque centrale d'Algérie. Et après, il allait à la Mousselia donner des cours. Donc, quand j'avais cours, moi aussi, il venait, il attendait que je termine. Il m'a dit, ça me fatigue. Donc, écoute, ma fille, je crois qu'on va se passer de toi. Je me suis sacrifiée. Pas tout à fait, parce qu'aujourd'hui, vous êtes là à lui rendre hommage, vous êtes là à continuer un petit peu son travail autrement, effectivement. Oui, on essaie. Mais vous le faites, vous continuez à garder sa mémoire, vous continuez donc à le célébrer, à parler de lui. Oui, d'ailleurs, Youssef, hier au téléphone, il m'a dit, oui, mais tu vas monter avec nous sur la scène pour le Qsaïd. Je lui ai dit, ah non, c'est vrai qu'avec mon père, on faisait le Qsaïd. C'est vrai que je ne jouais plus l'instrument, mais quand il y avait le Mouloud Nabawi, qu'il fallait préparer le Qsaïd, on descendait ça, et il ne disait pas non, parce que c'est tout le monde, toutes les classes qui étaient réunies. Il m'a dit, non, tu vas monter sur scène. J'ai dit, ah non, je ne peux pas monter sur scène, non. Non, j'ai fait le Qsaïd avec papa, c'est vrai, je retiens quelques morceaux, mais pas tout. On va lui laisser ce plaisir. Ah, je ne sais pas, mais... Non, on va laisser ça aux élèves. Il a quand même, ça fait plus d'un mois qu'il prépare cet hommage-là. Donc ça va se passer mercredi, Inch'Allah, de 18 h à 20 h. Et il a son programme, c'est Zornadia, c'est le Qsaïd ou Rahawi, instrumental. Voilà, mais à la régie qui vous demande un petit quelque chose pour nous ce matin. Ah non. Allez, un petit quelque chose. Non, sérieux. Pour papa. Allez, je rougis. Allez, je fais de la pression là. Allez, pour papa, ce matin. Je peux pas. Non, c'est vrai. Non, je vais me retrouver à pleurer. Non. Ah d'accord. C'est trop. J'arrive pas. Déjà quand je suis partie à Chiraga pour répéter avec lui, je vous jure que je me suis retenue vraiment. Hein, je me suis retenue. Oui, ça se comprend effectivement. Alors revenons un petit peu à cet hommage qui aura lieu le 26 Inch'Allah. Donc ça va, en rappel, ça va se passer donc au TNA. Le programme, les participants. Donc, alors, je vous ai dit, c'est l'Anadil, c'est les élèves de Youssef Ouznadi, Chiraga, avec les anciens de mon père Lahmou, les anciens élèves, et des élèves qui sont encore à la Mousselia, qui ont voulu rejoindre le groupe. Donc voilà, on va commencer par Zornadia, qui est Halim, qui est un élève à papa aussi. Et il va y avoir le Qsaïd Denia. Le Qsaïd Denia, c'est juste, c'est sans instrument.
Et après, il va y avoir Rahawi, c'est instrumental, c'est tous les élèves qui vont jouer de l'instrument et qui vont chanter. C'est vraiment une soirée religieuse parce que papa adorait le mouloud et il adorait faire ça في سيدي عبد الرحمن. كان كل عام في المولود يحبطوا لسيدي عبد الرحمن ويديروا القصايد الدينية. C'était ça, il adorait ça. Et d'ailleurs, on dit que c'est Sidi Ahmed Sarri qui a ouvert, j'ai envie de dire, la voie aux filles pour pouvoir participer au chant religieux, parce qu'auparavant... On faisait partie, nous les filles, parce que Sidi Abd al-Rahman, il n'y avait que les hommes. Et donc, un jour, papa, il leur a dit, mais moi, je voudrais bien introduire les femmes, les filles. Ça a été difficile. Il s'est toujours battu dans la vie pour défendre les droits des femmes. Hein. Donc, pour lui, je ne vois pas pourquoi on met que les hommes alors que les femmes portent de belles voix aussi. Et non seulement elles portent de belles voix, mais elles portent la transmission aussi. La transmission, exactement, exactement. Donc, bon, c'est vrai qu'il y avait un peu de difficultés avec le ministère des Affaires religieuses à l'époque. Hein. Moi, je vous dis ça dans les années 70-80. Et finalement, il a réussi à avoir l'accord. Et donc, quand on rentrait le Sidi Abd al-Rahman, il y a le mausolée de Sidi Abd al-Rahman. Donc, il mettait les femmes juste à l'entrée, sur la droite, et les hommes se mettaient de l'autre côté. En fait, ils nous séparaient, grâce au mausolée, on séparait les femmes des hommes. Mais vous entendiez les deux voix, qui étaient magnifiques. Harmonieuses, finalement. Voilà. Et après... J'avais assisté aussi une fois le Madeh Dinia, justement, Sidi Abd al-Rahman. Ils avaient mélangé dans la même salle les hommes et les femmes, sauf que les femmes se mettaient toujours d'un côté et les hommes de l'autre côté. Mais il n'y avait rien qui les séparait, le mausolée était à part. Voilà. Je trouve que ça, c'est magnifique. Il a réussi en tout cas à introduire les femmes, Sidi Abd al-Rahman, pourquoi pas. On mettait le foulard, hein, par respect, tout le monde portait le foulard, il n'y avait pas une qui rentrait sans. Voilà. Alors, effectivement, donc il a pu intégrer ou faire entrer les filles, donc à Sidi Abd al-Rahman, à leur inculquer le chant religieux et les encadrer par la suite, parce qu'il y a eu tout un travail d'encadrement, d'accompagnement, et après nous avons eu de très très belles générations, donc d'auteurs, d'autrices aussi, de chanteurs, de chanteuses, n'est-ce pas? Donc très très belle panoplie de disciples par la suite. Alhamdoulilah, et certains sont en train de perpétuer ce qu'il a donné, ce qu'il a appris. Moi je trouve que c'est formidable. Je vois Youssef Ouznadi, ça fait je crois plus de 30 ans qu'il gère cette école-là. Il la gère très bien, il a fait sortir de très bons éléments. D'ailleurs, ils sont tellement très bons qu'il y a d'autres écoles qui sont en train de lui enlever les bons éléments. Oui, hein. Et il y a Farid Ben Sarsa en France, l'école Maousili aussi, qui est en train de perpétuer. Moi, je trouve que c'est formidable, il doit y en avoir encore un peu partout. Moi, à Alger, je connais pour l'instant Youssef. Oui, voilà, donc rendez-vous pris. Le 26, donc ce mercredi, Inch'Allah, à partir de 18h à 20h. De 18h à 20h. Soyez au rendez-vous. Au TAN. En tout cas, ça a été un plaisir de vous compter parmi nous. Et on vous retrouvera pour le grand hommage, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah, l'année prochaine. Inch'Allah, marhaba bik. Ça sera autre chose. Inch'Allah, ya Rabbi, marhaba bik. En tout cas, Husna Serri, bravo pour tout ce que vous faites, justement, pour la préservation de la mémoire et de ce beau patrimoine musical. On essaye. Dont nous disposons, effectivement. Essaye. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Vous retrouverez notre ami Amel Almi dès demain à partir de 8h. Pour ma part, ce sera le week-end prochain, Inch'Allah. Excellente semaine à tous. Au revoir.